Le flouze, le blé, la thune, le pognon, la fraîche, l'oseille. Décidément, il n'y a que ça qui vous intéresse. C'est peut-être même pour cela que vous commencez directement par cette vidéo. Eh bien, c'est une très mauvaise idée. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'argent, il vaut mieux raisonnablement maîtriser la comptabilité d'entreprise. Si ce n'est pas le cas, je vous incite à suivre immédiatement le cycle sur l'entreprise. Désolé. Quant à celui sur la finance, ce n'est pas non plus absurde de l'avoir vu. En effet, l'argent, c'est quoi? De l'or? Des métaux précieux? Ça, c'était vrai autrefois. Ça ne l'est plus. Nos pièces sont dans un métal quelconque. Nos billets ne sont que du papier. En plus, la majeure partie des transactions passent par des échanges de compte à compte qui ne sont que des informations électroniques. Peut-être que ces comptes électroniques sont la contrepartie de stocks d'or. Peut-être qu'il n'y a aucune valeur derrière ces comptes si ce n'est une convention sociale qui fait que tout le monde reconnaît leur pouvoir d'achat. Oui, mais pourquoi en serait-il ainsi? Bon, c'est un mystère qu'il nous faut élucider, d'autant que l'argent véhicule les théories les plus folles, dont certaines ont un fort relent de théories complotistes pour le moins douteuses. Nous allons tenter d'y mettre un terme. Pour cela, nous ferons appel à l'origine de la monnaie et de son évolution jusqu'à nos jours, pour comprendre ce que c'est et comment le système monétaire fonctionne. Pour cela, nous ferons appel à des notions de comptabilité. Alors, vous êtes prêts? Allons-y! Supposons que nous vivions sans monnaie, sans argent. Supposons que je sois ébéniste et que vous souhaitiez acquérir les tables et chaises que je fabrique. Vous êtes professeur d'allemand. Le problème, c'est que je n'ai pas envie d'apprendre l'allemand. Donc, l'échange ne se fait pas. Par contre, j'aimerais bien avoir une trottinette. Il nous faut donc trouver quelqu'un qui veut apprendre l'allemand, qui a une trottinette à céder. Bref, ça s'appelle du troc. Et comme on dit aujourd'hui, c'est compliqué. Sauf s'il existe un intermédiaire d'échange universel. Et c'est là le premier rôle de la monnaie. Une marchandise que tout le monde accepte comme équivalent des autres marchandises. Parce que le professeur d'allemand possède de la monnaie, il va acheter mes tables et mes chaises sans même que je sache qu'il ou elle est professeur d'allemand. Mais il y a une deuxième propriété qui est essentielle, la quantification des biens et des services. Sans monnaie, on allait discuter pour savoir combien d'heures de cours d'allemand valaient la table et les deux chaises. Et puis comment ensuite comparer avec d'autres biens et services? Il y aura forcément des distorsions entre prix de marchandises exprimés dans de multiples autres marchandises. Eh bien, la monnaie permet de solutionner ce problème en exprimant la valeur des biens dans une mesure unique. Enfin, il est possible que la table et mes deux chaises soient plus chères qu'une trottinette. Le problème est que je ne veux pas deux trottinettes, mais seulement une. Il faut donc que je puisse conserver une partie du produit de ma vente. Et là, nous avons la troisième propriété de la monnaie, qui est la réserve de pouvoir d'achat. Je vais vendre ma table et mes chaises contre de l'argent, et je n'utiliserai qu'une partie de cet argent pour acheter une trottinette. Je conserverai le reste pour des dépenses ultérieures, quand j'en aurai besoin ou envie. Plus besoin que les transactions soient simultanées. La monnaie est donc indispensable aux échanges, et c'est la raison pour laquelle elle apparaît assez tôt dans toutes les civilisations. Au départ, c'est toujours une marchandise qui est choisie et reconnue par tous comme équivalent général. Bien que les Aztèques connaissaient l'or, ils ne lui attribuaient pas une valeur particulière et ils utilisaient des graines de cacao ou des morceaux de tissu comme équivalent général. Dans une grande partie du monde océanien, en Afrique de l'Est, Asie du Sud, le kauri, que l'on appelle aussi porcelaine-monnaie, était utilisé. Dans nos civilisations de l'Antiquité, en Asie comme en Europe, c'est l'or et l'argent qui ont fait office d'équivalent général. Avec l'or et l'argent, on peut réaliser des morceaux de tout poids et donc exprimer n'importe quel prix. Si un bien est vendu 23 grammes d'or, il est possible d'extraire 23 grammes d'un bloc d'or que je vais donner à mon fournisseur. Ouais, pas vraiment pratique. C'est ici qu'un petit malin, Crésus, roi de Lydie au VIe siècle avant Jésus-Christ, a l'idée de lancer sa petite start-up. Il va fabriquer des pièces de monnaie qui comportent un volume d'or garanti. Enfin, pas tout à fait. Il y en aura en réalité moins que la valeur de la pièce pour qu'il puisse réaliser une petite marge. C'est ce qu'on appelle le seigneurage. Tout le monde s'y retrouve. On est en partie berné, bien sûr, mais comme c'est pratique, on accepte.
En plus, comme il est roi, il impose que seules les pièces frappées à son effigie aient le droit de circuler sur son territoire. Il s'assure ainsi un monopole sur le marché de la pièce de monnaie facile, d'où l'expression « riche comme Crésus ». Et ça va marcher. Presque toutes les principautés, royaumes, empires, républiques en Europe, en Asie utilisent ce système. L'Empire carolingien lancera la livre, qui correspond à 409 grammes d'argent, qui sera elle-même subdivisée en 20 sous, chaque sou étant subdivisé en 12 deniers. C'est un système qui tiendra en France jusqu'à la Révolution, laquelle Révolution introduira le système décimal en 1795. Mais ce système, lui, il perdurera au Royaume-Uni jusqu'en 1971. En 1803, la Révolution française va introduire le franc germinal, ayant comme valeur 4,5 grammes d'argent. Des pièces ont été mises pour 1 franc, 2 francs, 5 francs. Puis à partir de 10 francs, ce seront des pièces contenant 90% d'or pur. La plus célèbre, celle de 20 francs, qu'on appelle couramment le Napoléon et qui pèse 6,45 grammes. Bon, ce système posait évidemment quelques problèmes lorsque l'évolution des cours de ces deux métaux divergeait. Mais ça va quand même fonctionner de la Révolution à 1914. Mieux, 5 pays, la France, la Suisse, la Belgique, l'Italie, la Grèce, ont fondé en 1865 l'Union latine qui assurait la libre circulation de ces monnaies dans l'Union. 1 franc, 1 lire ou 1 drachme représentaient la même quantité d'argent. De nombreux autres pays s'associeront à cette union qui couvrait ainsi la moitié du monde. N'y participaient pas le Royaume-Uni et ses dépendances, l'Allemagne, l'Amérique du Nord et les pays asiatiques. Cette parité des monnaies avec les métaux précieux fonctionnera jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Comme il fallait faire face aux dépenses de guerre, les États ont émis de la monnaie supplémentaire sous forme de billets et de comptes, sans garantir la convertibilité avec les métaux précieux. On parle alors de cours forcés, au sens où les banques sont dispensées d'échanger le papier-monnaie contre du métal précieux, et dans le même temps, on impose aux créanciers d'accepter ces monnaies en paiement. Du coup, nos pièces de monnaie ne comportent plus de métaux précieux. Ce ne sont que des jetons fabriqués par les services des finances des États. Il s'agit là d'un moyen très marginal de financer le budget public. Mais pour comprendre cet abandon de la parité avec les métaux, il faut parler de cette révolution silencieuse qu'est l'apparition des monnaies de compte et des billets de banque. Nous allons donc revenir quelques siècles en arrière, au Moyen Âge. Les pièces de monnaie ont permis de développer les échanges, d'abord à l'intérieur des cités, puis entre les cités par l'intermédiaire des grandes foires commerciales, notamment celle de Champagne, située à mi-chemin entre les riches cités italiennes de Flandre et de la Hanse. C'est dans le cadre de ces foires que les banquiers lombards, venus d'Italie, vont, outre leur activité traditionnelle de prêt sur gage, développer les premiers comptes bancaires et les premières lettres de change, permettant de garantir des transactions entre un vendeur et un acheteur. Un des gros problèmes de l'époque est l'incertitude des routes. Ben oui, il était fréquent de se faire détrousser par des bandits, surtout si on porte une cassette pleine de pièces d'or et d'argent. Les banquiers vont alors proposer aux commerçants de stocker l'or chez eux, en lieu sûr. En échange de quoi, ils leur ouvrent un compte dans lequel ils peuvent demander leur or à tout moment. Ceci n'a été possible que grâce à l'apparition de la comptabilité en partie double à la fin du XIIIe siècle. Elle ne sera codifiée que plus tard par un certain Luca Pacioli en 1494 qui publiera le premier traité de comptabilité. La comptabilité, vous connaissez, nous l'avions présentée dans le cycle sur l'entreprise. Eh bien, elle va sacrément nous aider pour comprendre les évolutions de la monnaie de cette époque jusqu'à nos jours. À l'actif de la banque, on enregistre l'or que le déposant a apporté et en échange, la banque reconnaît qu'elle a une dette à l'égard du déposant. Cette dette peut prendre 2 aspects. La banque peut ouvrir un livre de compte dans lequel le banquier note qu'il doit telle quantité d'or à tel déposant. On parle alors de monnaie scripturale, du latin scriptura qui signifie écriture. C'est l'ancêtre du compte bancaire. Elle peut aussi lui remettre un billet anonyme dans lequel la banque s'engage contre remise de ce billet à redonner la quantité d'or qui y est inscrite. On parle alors de la monnaie fiduciaire, du latin fidus qui signifie confiance. Eh bien, c'est l'ancêtre de notre billet de banque. Une chose est essentielle à comprendre dans ce qui va suivre. Dans le cycle de vidéos sur l'entreprise, nous avions vu que l'argent était inscrit à l'actif de l'entreprise. Mais cet actif est un actif financier et pas une marchandise matérielle comme l'or, par exemple. De ce point de vue, il doit forcément y avoir une contrepartie comptable au passif d'une autre entité
faute de quoi cet actif ne vaudrait rien. Dans les schémas qui suivront, la flèche à double sens exprimera ce lien de contrepartie entre des bilans d'entités distinctes. Ainsi, la monnaie qui a été créée par les banques dans les livres de compte ou en émettant un billet de banque n'est rien d'autre qu'une dette à l'égard du déposant. Elle figure donc au passif de la banque. Ce n'est pas quelque chose que possède la banque, au contraire, c'est quelque chose qu'elle doit. Donc retenons bien ceci. La monnaie, c'est une dette de la banque à l'égard des déposants qui, comme toute dette, est inscrite au passif de son bilan comptable. Bon, d'accord, mais en quoi est-ce plus sûr? Qu'est-ce qui nous dit que le banquier ne va pas se faire la malle, partir avec l'or de ses clients? Les comptes bancaires n'auront alors plus aucune valeur et les billets de banque seront bons pour le feu. Eh bien, ce n'est pas théorique. Ça s'est produit dans le passé et cela reste aussi une préoccupation aujourd'hui. Dans les faits, les banquiers ont dû rassurer, par exemple en mettant leurs biens propres en gage ou en s'assurant les uns les autres. Et aujourd'hui, il existe des régulations. Toute entreprise ne peut pas être une banque. Elle doit montrer des garanties de solidité. Nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. L'autre grand service que les banques vont offrir en se mettant en réseau est la compensation. Nous avions dit que les routes commerciales étaient peu sûres au Moyen-Âge. Plutôt que de faire transiter l'or dans tous les sens, pourquoi ne limiterions-nous pas les transferts en compensant les différentes transactions entre deux banques et en ne transférant que le solde? Un petit exemple. Supposons qu'un client 1 de la banque A doive payer 10 à un client 2 de la banque B. Le client 1 va donc demander que son compte soit débité de 10 au profit du client 2. La banque va débiter son compte de 10, transférer 10 d'or à la banque B. Une fois ce paiement en or reçu, la banque B créditera le client de 10. Mais supposons que dans le même temps, un client 4 de la banque B doive payer 8 à un client 3 de la banque A. Nous devrions donc avoir une baisse du compte du client 4 de 8, un transfert d'or pour 8 de la banque B vers la banque A, et l'augmentation du compte du client 3 de 8. On a donc transféré 10 d'or de A vers B, puis 8 de B vers A. Eh bien, le principe de la compensation consiste à regrouper toutes les transactions d'une période pour ne transférer que le solde entre les deux banques. Dans le cas de notre exemple, plutôt que d'avoir un transfert de 10 de la banque A vers la banque B, puis un autre en sens inverse de la banque B vers la banque A, on se contentera de transférer 2 de la banque A vers la banque B. On a limité les transferts d'or physique et augmenté la sécurité des transactions. Bien sûr, à l'époque, il n'y a évidemment pas que 2 transactions entre 2 banques, mais des centaines sur une période donnée. Au final, les banques ne transfèrent que leur solde, ou peuvent même accepter que l'or qui leur appartient reste chez le confrère. La banque a alors un compte dans une autre banque, ce qui limite considérablement les transferts physiques et élimine l'incertitude de ceux-ci. Eh bien, nous avons là l'ancêtre de la chambre de compensation contemporaine, où les banques se transfèrent quotidiennement les soldes des transactions d'une journée. Sauf que ce n'est plus de l'or que nous transférons aujourd'hui, mais on en reparlera. Dans l'immédiat, continuons notre histoire. Si le banquier est devenu prestataire de services en offrant des comptes bancaires à ses clients, son métier d'origine reste toujours d'actualité, prêter à ses clients. Jusqu'à présent, il prêtait des espèces monétaires, oui, mais maintenant, les clients ne sont plus forcément intéressés à détenir des pièces de monnaie. Ils souhaitent simplement disposer d'argent sur leur compte bancaire ou obtenir des billets de banque qu'ils pourront dépenser. Eh bien, ça tombe sacrément bien. On commence en effet à s'apercevoir que la quantité d'or et d'argent est limitée et parfois insuffisante pour les besoins de l'économie. Un service que les banques ont offert à leurs clients est l'escompte des effets de commerce. Un effet de commerce, c'est un papier dans lequel un client reconnaît une dette à l'égard d'un fournisseur qu'il s'engage à payer dans un délai donné. C'est donc une créance certifiée. Les banquiers vont donc proposer à ceux qui les détiennent de les échanger contre de l'argent immédiatement disponible. C'est donc une opération comptablement très proche de celle qui consistait à déposer de l'or pour obtenir de la monnaie. Sauf que l'or est ici remplacé par un effet de commerce. Le banquier va donc enregistrer à son actif un effet de commerce
et créditera le compte de son client de la somme de cet effet moins sa commission, qui correspond à un taux d'intérêt. On peut donc aussi généraliser en considérant que tout titre financier, notamment une obligation émise par l'État, peut être placé à l'actif du bilan d'une banque contre la création d'espèces monétaires à son passif. Bon, si on remplace l'or par une créance à l'actif du bilan des banques, est-ce que cette créance ne pourrait pas être celle d'un client à l'égard de sa banque? Supposons qu'un emprunteur veuille 100 000 € et que la banque soit d'accord. Ils vont donc signer un contrat de prêt dans lequel la banque mettra à disposition de l'emprunteur 100 000 € et en contrepartie, l'emprunteur s'engage sur un plan de remboursement avec intérêt. Essayons donc d'exprimer comptablement ce contrat. La banque va créditer le compte bancaire de l'emprunteur de 100 000 €, ce qui se traduira par une augmentation de l'actif de l'emprunteur de 100 000 €. Et comme ce compte bancaire est une dette pour la banque, celle-ci verra son passif augmenter du même montant. Mais cette écriture est déséquilibrée. Comment allons-nous la compenser? Eh bien, comme l'emprunteur s'engage à rembourser ses 100 000 €, la banque est alors fondée à enregistrer cette créance de 100 000 € qu'elle détient sur l'emprunteur à l'actif de son bilan. Et inversement, l'emprunteur va enregistrer la dette correspondante qu'il a envers la banque. Donc, cette monnaie a désormais comme contrepartie non plus de l'or ou un titre financier existant, mais la créance sur l'emprunteur lui-même. Vous êtes en train de vous frotter les yeux. Vous vous demandez si je n'ai pas picolé, je vous rassure, je carbure à l'eau minérale. Mais vous n'avez pas rêvé. La banque a bien créé de la monnaie à partir de rien. Eh bien, c'est cette opération qui alimente aujourd'hui tous les fantasmes sur les prétendus pouvoirs exorbitants des banques qui nous demandent des intérêts alors qu'elles créent de l'argent à partir de rien. Eh bien, je vais vous surprendre. Cette opération est totalement légitime pour peu qu'elle soit encadrée, ce qui va être la suite de notre propos. Commençons par rappeler une évidence. Une créance, ce n'est pas du vent, c'est bien une richesse, à condition bien sûr qu'elle soit honorée. Si ce n'est pas le cas, on verra que ce n'est pas gratuit pour la banque. Mais dans l'immédiat, la banque a accordé un prêt en estimant qu'elle sera remboursée. Il n'y a donc rien à reprocher quant à cette écriture comptable et à l'équilibre de celle-ci. En créant de l'argent sur un compte, la banque reconnaît une dette à son détenteur. Inversement, le détenteur de cet argent nouvellement créé reconnaît une créance à l'égard de la banque. Bon, vous pourriez me dire que c'est une écriture complètement idiote. Chaque partie reconnaît une créance à l'égard de l'autre. Dans la réalité, elle a un intérêt. Les créances ne sont pas de même nature. L'emprunteur peut dépenser son argent immédiatement, c'est-à-dire le transférer à une tierce partie qui n'est pas forcément cliente de la banque, alors que la banque va devoir attendre les échéances du prêt pour être remboursée. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avions vu dans le cycle sur la finance, elle est fondée à demander des intérêts. Il est aussi possible que cette opération de création monétaire par prêt soit assortie d'une garantie que prend la banque. Par exemple, si vous empruntez pour un bien immobilier, il est presque certain que la banque va prendre une hypothèque sur votre logement pour pouvoir le saisir en cas de défaillance. Il n'est pas rare non plus que quand une entreprise emprunte, la banque demande une caution personnelle du dirigeant de façon à ce qu'elle puisse se retourner contre celui-ci en cas de défaillance de l'entreprise. Il est aussi possible que la banque exige, comme garantie d'un emprunt, des titres financiers que son détenteur ne pourra alors plus céder avant le remboursement du prêt. De toute façon, jamais une banque n'accorde un prêt sans s'enquérir de la capacité de remboursement de l'emprunteur. Tout simplement parce que ce n'est pas une opération anodine et qu'en cas de non-remboursement, cela a des conséquences négatives pour la banque. Comment se fait alors le remboursement? Lors du contrat de prêt, l'emprunteur s'engage à payer, en plus du remboursement de l'emprunt, des intérêts. D'une façon générale, un emprunt bancaire se rembourse en mensualités égales, avec pour chacune d'entre elles un intérêt portant sur le capital restant dû et le reste permettant le remboursement. Reprenons notre exemple où un client a emprunté 100 000 € à la banque. Supposons que cette somme se rembourse par annuité sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 5%. Bon, c'est assez rare, en règle générale on rembourse tous les mois, mais on va faire en année pour que le tableau ne soit pas trop grand. Vous avez ici les formules.
Pas la peine de les retenir, mais en appliquant celle-ci, on sait que le montant de l'annuité sera alors de 12 950 € et 46 centimes. Voici donc ce que l'on appelle un tableau d'amortissement du prêt. On constate que chaque année, pendant 10 ans, l'emprunteur remboursera 12 950 €, ce qui signifie qu'au final, il paiera 29 504 € de plus que ce qu'il a emprunté. Sur la première annuité, les 12 950 € se décomposent en 5 000 d'intérêt. Ben oui, 5% sur 100 000, ça fait 5 000. Et le reste, 7 950 €, est affecté à du remboursement de capital. Sur la deuxième année, on aura 4 602 € d'intérêt. Ben oui, le capital à rembourser a diminué et donc les intérêts sont moins importants. On remboursera donc un peu plus de capital cette fois-ci. Et ainsi de suite, d'échéance en échéance. Enfin, à la dernière annuité, on paiera très peu d'intérêts, 616 €, car le capital restant dû est faible. Et le reste correspond exactement au capital à rembourser, soit 12 333 €. On voit donc que dans un contrat de prêt classique à échéance égale, on paye beaucoup d'intérêts au début et peu de remboursement de capital, alors qu'à la fin, c'est exactement l'inverse. C'est quelque chose de très différent d'une obligation, car l'emprunteur ne rembourse pas avec des échéances égales, il ne paye que des intérêts tout au long de la vie de l'obligation et remboursera le capital en totalité à la fin. Comment donc s'opère le paiement d'une échéance ? Eh bien, il faut que l'emprunteur ait la provision sur son compte pour que la banque le déduise de 12 950 €. Sinon, à moins que la banque n'accepte un découvert temporaire, cela va constituer un incident de paiement. On sait que ce paiement de 12 950 € est constitué d'un remboursement de capital de 7 950 € et d'un intérêt de 5 000 €. Alors, comment allons-nous passer cette écriture comptable ? Eh bien, le plus simplement du monde. On va réduire la créance du côté de la banque de 7 950 €, normal. Oui, mais vous êtes devenus des bons en comptabilité et vous savez que cette écriture est complètement déséquilibrée. Eh bien, vous avez raison. L'intérêt est un produit pour la banque qui s'inscrit dans le compte d'exploitation. Comme vous le constatez maintenant, il y a un parfait équilibre entre la colonne débit et la colonne crédit. On comprend donc maintenant que s'il y a création monétaire par emprunt, il doit donc y avoir une destruction monétaire au moment du remboursement. C'est donc la destruction monétaire qui valide a posteriori la création monétaire. Oui, mais là, il y a un truc. Si chaque échéance donne lieu à une destruction monétaire équivalente à la somme payée, on s'aperçoit qu'il y aura au final plus de monnaie détruite qu'il n'y a eu de monnaie créée. Dans notre exemple, on a détruit 12 950 €, mais on n'a réduit la créance que de 7 950 €. Au final, on va donc détruire 129 504 €, alors qu'on n'avait créé que 100 000 €. Il y aura donc un solde net de monnaie détruite de 29 504 €. Eh bien là encore, on en entend des vertes et des pas mûres du style « Vous vous rendez compte, il faut donc créer encore plus de monnaie et donc endetter encore plus les gens pour payer les intérêts passés. » Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'il existe une autre façon de créer de la monnaie sans qu'il y ait octroi de nouveaux prêts. Et c'est là que se trouve la réponse à ce mystère, qui n'en est pas un. Dans l'immédiat, commençons par voir ce qui se passe si le client est insolvable et ne rembourse pas le prêt contracté. Eh bien, comme pour n'importe quelle entreprise qui aura une créance douteuse, il va falloir la provisionner, c'est-à-dire passer une charge qui va réduire sa valeur à l'actif et réduire les fonds propres au passif. Au-delà de l'aspect comptable, cet abandon de créance correspond à une perte réelle. Lorsque la banque a créé de l'argent par octroi de crédit, elle a donné le droit à l'emprunteur de le dépenser. On n'emprunte jamais pour le plaisir d'avoir de l'argent, mais pour le dépenser. Ceci signifie qu'il a transféré son argent sur le compte d'une autre personne, qui peut être dans la banque ou dans une autre. En cas de défaut, la banque ne peut pas redemander à l'autre banque ou au client de sa banque qui a reçu l'argent le retour de celui-ci. Ce transfert était définitif et la banque ne pourra alors pas recouvrir sa créance. Il ne peut donc pas y avoir destruction monétaire. Nous venons de voir que c'est la destruction monétaire qui valide a posteriori la création monétaire suite à un emprunt. La banque doit donc comptabiliser sa perte qui est réelle. Il est possible que la banque avait des garanties, hypothèques, cautions solidaires. Elle va sans doute tenter de les activer, mais cela se fera dans le futur ou ne se fera pas. Et dans l'immédiat, il lui faut comptabiliser sa perte.
Nous allons donc voir maintenant qu'il existe d'autres modalités de création monétaire que par octroi de crédit. Commençons par rappeler que toute monnaie, donc nos comptes en banque, est une dette de la banque à l'égard de la personne qui détient cette monnaie, dette enregistrée dans la comptabilité. Lorsque nous avions fait une création monétaire par octroi de crédit, nous avions une augmentation simultanée de l'actif et des dettes au passif. De ce point de vue, il n'y avait aucune augmentation des fonds propres de la banque et l'augmentation de ceux-ci ne se constatait que lorsque la banque encaissait des intérêts. Eh bien, s'il y a création monétaire sans augmentation correspondante de l'actif, c'est qu'il va y avoir une baisse des fonds propres du patrimoine net de la banque. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé juste avant avec le constat de non-remboursement d'un prêt. Dans un premier temps, la banque ne perd rien lorsqu'elle accorde un prêt, actifs comme dettes augmentent simultanément. Si la créance s'avère nulle, alors la banque enregistre une perte en contrepartie de la création monétaire qui a été réalisée précédemment. Au final, les fonds propres ont baissé contre une dette de la banque. Une banque, comme toute entreprise, va devoir payer ses salariés et ses fournisseurs. Supposons qu'elles doivent payer 20 000 € à un fournisseur. Comment fait une entreprise normale ? Ça, vous le savez. Elle va enregistrer la facture de son fournisseur dans ses charges et elle va reconnaître une dette à son fournisseur du même montant. Eh bien, une banque va faire exactement la même chose. Elle va enregistrer la facture de son fournisseur dans ses charges et si le fournisseur a son compte dans la banque, elle va le créditer du même montant, ce qui revient exactement au même. La banque, comme l'entreprise, a reconnu une dette à l'égard de son fournisseur. Oui, mais si le fournisseur n'a pas son compte dans la banque, eh bien cela signifie que la banque va faire comme l'entreprise. Enregistrer une dette à l'égard de son fournisseur et de toute façon, il faudra alors un jour ou l'autre payer. Dans ce cas, l'entreprise annulera la dette de 20 000 € et diminuera son compte en banque de 20 000 € en payant le fournisseur. La banque fera de même. Elle annulera sa dette de 20 000 € en transférant de l'or ou un autre actif, ce que nous verrons ultérieurement, vers la banque B du fournisseur qui créditera alors le compte de celui-ci. Dans ce dernier cas, parce que la charge a été constatée dans une banque et non une entreprise classique, il y aura bien une création monétaire qui aura lieu non pas dans cette banque, mais dans la banque où le fournisseur a son compte. Supposons maintenant que la banque est à payer un salaire de 3 000 €. Si c'est une entreprise classique, elle enregistrera en charge ce salaire de 3 000 € et diminuera son compte bancaire à l'actif de cette même somme. Une banque fera quelque chose de très proche, mais qui revient au même. Elle enregistrera la charge de salaire de 3 000 € et créditera le compte bancaire de son salarié de 3 000 €. Il y a donc bien création monétaire, mais cette création monétaire est tout sauf gratuite pour la banque. C'est une augmentation de la dette de la banque, donc une diminution de son patrimoine net, de sa richesse. Oui, mais si le salarié n'avait pas son compte dans la même banque, eh bien c'est exactement la même chose que pour le fournisseur. La banque va transférer pour 3 000 € d'actifs à la banque du salarié, exactement comme l'entreprise traditionnelle diminue son compte bancaire. Et au final, la banque du salarié, en contrepartie de la réception de ses actifs, va créer les espèces monétaires correspondantes. Eh bien, vous comprenez maintenant qu'il n'y a pas de problème à l'égard du fait qu'il y a plus de destruction monétaire que de création monétaire suite à un octroi de crédit. Il faut comprendre que ces intérêts correspondent à une partie du chiffre d'affaires des banques, on parle en fait de produits nets bancaires, auxquels, comme dans toute autre entreprise, correspondent des charges qui sont des salaires et le paiement des fournisseurs. Nous venons ici de tordre le cou à deux idées fausses qui circulent sur les banques. La première, c'est que la création monétaire n'est pas une opération gratuite puisqu'elle augmente leur dette. Pensez que si cela était le cas, ça s'appellerait de la fausse monnaie. La seconde est qu'il n'y a aucun besoin d'endetter la population pour pouvoir payer les intérêts dus à l'octroi de crédit bancaire. Nous verrons dans le cycle sur la macroéconomie qu'il y a bien un phénomène d'endettement de la population qui est recherché, mais cela ne se fait pas au profit des seules banques, mais des sociétés de capitaux en général. Ce n'est pas la monnaie qui est ici en cause, mais le profit des entreprises en général. Les opérations de change réalisées par les banques donnent aussi lieu à création monétaire. Lorsqu'un client apporte des devises à sa banque pour les convertir dans la monnaie locale, la banque enregistre à son actif les devises et augmente le compte en banque de son client. C'est exactement la même opération que celle que nous avions vue au départ, qui consistait à apporter de l'or ou un titre financier à la banque contre augmentation de son compte en banque ou remise de billets de banque.
Dans l'opération que nous venons de réaliser, les devises peuvent prendre la forme de billets de banque étrangers que la banque va conserver, ou de transferts vers un compte en devises de la banque détenu auprès d'une banque étrangère. À l'inverse, si le client souhaite des devises, son compte bancaire sera diminué, il y aura alors destruction monétaire, et il obtiendra alors ces devises sous forme de billets de banque, ou d'une augmentation d'un compte en devises qui lui appartient. On a donc compris que la monnaie contemporaine n'est plus un objet ou une matière première, mais une dette de la banque à notre égard, une dette dont nous pouvons exiger le remboursement à tout moment dès que nous décidons de dépenser. De ce point de vue, nous définirons la monnaie comme une créance sur la production d'une économie. Cette créance est utilisable à tout moment et le rôle du système bancaire est de permettre le paiement de ceux auprès de qui on a décidé d'acheter une marchandise ou un service. Sur le fond, nous venons de voir que n'importe quelle entreprise pourra émettre de la monnaie. Il ne s'agit après tout que d'une dette comptable. Mais cette dette a une propriété particulière qui est de pouvoir être dépensée immédiatement par transfert sur un compte qui peut être dans un autre établissement. Et cela suppose que l'entreprise qui émet la monnaie soit capable de transférer des actifs en contrepartie de façon à assurer cette compensation. Eh bien, cela suppose qu'il y a des garanties que cela soit le cas. Cela suppose des régulations. Et donc, toute entreprise ne peut pas émettre de la monnaie. Il n'y a donc aucun privilège particulier qui permet à certaines entreprises de créer de la monnaie, mais des critères précis qui font que certaines entreprises soient qualifiées de banques afin que l'on soit raisonnablement certain que la monnaie dont on dispose dans leur établissement puisse être dépensée. Nous allons donc voir dans la seconde vidéo sur l'argent l'apparition des banques centrales qui seront essentielles dans l'émergence de ces régulations. Elles permettront que les banques n'échangent plus de l'or entre elles, c'est difficile à manipuler, mais de l'argent en compte auprès de la banque centrale. Enfin, nous verrons que le XXe siècle a été celui de l'abandon progressif de toute référence de la monnaie à une contrepartie en métal précieux. À bientôt!